Team Teranga Perf, j'espère que vous allez bien. J'ai l'honneur d'accueillir Wally Diouf, joueur du DFCO. Salut Wally. Salut Madou, merci de m'avoir invité. Plaisir partagé, je suis content d'être avec toi. Merci, vraiment plaisir partagé. Merci de nous accueillir à Dijon, parce que je l'accueille sur ce terrain-là, au F5 de Chenov, mais je me suis déplacé pour pouvoir te rencontrer et avoir un petit moment d'échange avec toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Voilà, moi je m'appelle Wally Diouf, j'ai 28 ans, je suis père de famille, je suis joueur au DFCO, je suis d'origine sénégalaise et voilà. En gros, vous allez apprendre à me connaître plus longuement dans l'interview. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours footballistique? T'es passé par où, que ce soit en jeune, etc. Je sais que tu viens du 92 déjà. Tu peux me parler un peu de ça? C'est ça, moi à la base, je suis de Nanterre, j'ai grandi à Nanterre. J'ai commencé le foot au PSG parce que j'avais mon grand frère qui y jouait, donc pour les parents c'était plus simple de faire une pierre deux coups. Donc voilà, j'ai commencé dans mon club de cœur encore aujourd'hui qui est Paris. J'ai commencé en débutant jusqu'en Benjamin. Après, rentré au collège, j'ai dû me rapprocher voilà, de l'établissement, donc je suis parti au Racing Club de France. J'ai fait 3 4 saisons avant d'être repéré par pas mal de clubs. Il y avait le Stade Rennais à l'époque, il y avait le Stade Malherbe de Caen, Sochaux et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà. Après mon choix il s'est porté sur l'OL parce que c'était le plus gros centre de formation à l'époque et peut-être même aujourd'hui. Un centre qui a sorti beaucoup de joueurs, même internationaux. Je ne vais pas tous les citer, mais les Karim Benzema, les Nabil Fekir, Anthony Martial. La liste elle est longue donc c'est ce qui se faisait de mieux en France et en Europe. Donc c'était un plaisir et un honneur d'être sollicité par ces clubs. Oui, il faut le dire, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, il est vraiment réputé pour former de grands joueurs, comme tu as pu le dire. Donc ça devait être une fierté, surtout quand tu voyais ces joueurs déjà à la télé. Et comment ça s'est passé en fait, ton intégration au centre? C'est super bien passé. Je suis rentré un an avant le centre de formation, donc en pré-formation, en U15. Voilà, j'ai été bien reçu. On était plusieurs de la région parisienne. Et l'avantage, j'avais mes parents qui pouvaient venir aussi, puisque Lyon-Paris, ça se faisait en 2 heures en TGV. Donc ça a été aussi une donnée importante pour faire mon choix de club. J'ai découvert directement le très haut niveau, dans le sens où tu quittes le Racing Club de France, un club réputé en région Oui, parisienne, bien sûr. mais ça reste un club amateur. Là, tu arrives à Lyon et clairement tout le monde est fort. Tout le monde est fort. T'es plus le plus fort de l'équipe comme à l'époque. Les mecs qui viennent de la région lyonnaise, il y a des mecs de la région parisienne, il y a des mecs de la région du sud, PACA, etc. Ça venait un peu partout. Et voilà, c'était un gros niveau. C'est ce qui se faisait peut-être de mieux en France, mais voilà, t'apprends l'exigence, t'apprends le professionnalisme entre guillemets, parce que tu commences à t'entraîner tous les jours. T'as des horaires adaptés avec l'école, et donc c'était que du kiff parce que tu peux commencer à vraiment vivre de ta passion. Tu pars à la GOCR à un moment donné, c'est à quel moment de ton parcours et pour quelle raison? La raison est toute simple, c'est que je finis mes 4 ans de formation à Lyon. J'arrive en fin de contrat aspirant. Et à ce moment-là, j'ai pas la chance d'être renouvelé en contrat stagiaire. Ils ne proposent qu'une convention simple, on va dire, alors que la GXR, qui m'avait suivi parce qu'on les affrontait souvent en championnat, ils me connaissaient. Ils me proposent un contrat stagiaire, donc tout naturellement, j'ai continué là-bas. Ça m'a aussi rapproché de la région parisienne, parce que ça, c'est pas très loin. Et donc voilà, je continue ma post-formation, ma formation en signant à la GOXR en 2015. Ok. Tu fais combien de temps à la GOCR? Je fais une saison, surtout en CFA, un peu en U19, surtout pour les co-matchs et la Gambardella, mais surtout en CFA, je commence à côtoyer le football d'adulte parce que jusqu'à Lyon, j'étais en U19, etc. C'était un football de jeunes. J'allais y venir, ouais. Et là, j'arrive vraiment dans le football senior en jouant en CFA. Et à l'époque, c'est une découverte vraiment parce que j'avais que 18 19 ans. Donc voilà, c'est un autre football. Tu découvres le monde senior et c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Par exemple, on a des jeunes qui nous suivent, qui ont 17 18 ans et qui ne réalisent pas forcément la différence entre le monde jeune et le monde senior. Est-ce que tu peux nous dire les différences que tu as pu constater? Disons que c'est pas le même football. Le football en jeune, il est beaucoup plus axé sur la technique, etc. Il y a moins de pression sur le résultat. Je parle dans les centres de Ouais. formation où il y a plein d'objectifs personnels pour le joueur, c'est de développer. Collectif, c'est d'atteindre des objectifs, on va dire, si tu es en Gambardella, d'aller le plus loin possible, ou si en championnat, d'aller dans les phases finales des playoffs. Alors que quand tu rentres en football senior, tu joues contre des mecs aguerris,
des joueurs qui ont parfois plus de 30 ans, qui ont bourlingué. Certains ont connu le haut niveau avec la Ligue 2, la Ligue 1 ou même des championnats étrangers. D'autres ont fait toute leur carrière en CFA, mais ils sont rompus à la division, ils connaissent, etc. Donc, ils ont un peu plus de vice, il y a un peu plus de contact, c'est un peu plus physique, un peu plus d'engagement. Mais je pense que c'est une étape primordiale avant d'aspirer à aller plus haut. Parce que passer des U19 au monde professionnel sans être passé par la case CFA, enfin maintenant N2, N3, je trouve que c'est un peu compliqué. Après, tu quittes la JOCR et tu pars pour la première fois jouer à l'étranger, tu pars à Leganés. J'ai pu constater que ça n'a pas été une expérience très longue. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était la première fois où c'était un peu plus compliqué dans ta carrière? Tu peux nous en parler? C'est ça, c'est la première difficulté, on va dire. J'ai la chance de signer mon premier contrat professionnel à l'étranger et pas en France, comme c'est souvent le cas. En fait, à ce moment-là, je suis en sélection du Sénégal, on y reviendra après. Oui, totalement. En U20, on fait la CAN, on est finaliste et la Coupe du Monde, on sort en huitième de finale. Et c'est à ce moment-là que les Ghanais qui venaient de monter en première division espagnole me voient. Donc je signe là-bas un contrat de 3 ans. Je pensais que voilà, ça allait bien se passer. Malheureusement, comme tu as dit, c'était une expérience un peu amère dans le sens où j'ai pas la chance d'évoluer avec l'équipe 1. Je suis cantonné à l'équipe réserve. Et voilà, au bout d'un an, en voyant peu ou pas de perspective, ben, je prends la décision de quitter pour ensuite commencer une expérience des globetrotters autour de l'Europe et après en Afrique continue. Avant de parler de ton expérience en équipe nationale du Sénégal en U20, on va revenir sur ton épisode en Lituanie, notamment au club africain de Tunis. Le club africain de Tunis, c'est un gros club africain. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux expériences? Qu'est-ce qui t'a marqué? J'arrive en Lituanie dans le but de vraiment connaître ma première expérience en football professionnel. C'est ce qui se passe. Un championnat décalé parce qu'on joue de février à novembre à cause des conditions météo. Donc c'est un championnat que je ne connaissais pas du tout, etc. J'avais vraiment zéro info, mais à cette époque-là, c'était une opportunité intéressante pour moi où j'aurais pu avoir un peu de visibilité, un peu de temps de jeu, donc je l'ai saisi. Ça se passe bien parce que je suis régulièrement titulaire, je fais d'assez bonnes performances. Et au bout de 6 mois, j'ai l'opportunité de rebondir au club africain de Tunis, un club réputé en Tunisie et même sur le continent africain, parce qu'on effectue la Ligue des champions africaine, on joue les premiers rôles dans le championnat, donc c'est un step supplémentaire dans ma carrière. Et au club africain de Tunis, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'ambiance, de comment était la population? Est-ce qu'on sait que dans les clubs, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc., ou même plus globalement en Afrique, il y a une synergie autour du club à chaque fois? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Exactement, ouais, il y a une grosse ferveur, une grosse ambiance, une grosse attente aussi, parce que comme tu as dit, dans les pays du Maghreb, et même dans l'Afrique en général, il y a beaucoup d'attentes. Les gens, il y en a qui vivent pour le foot, il y en a qui se privent peut-être d'un repas pour acheter leur billet pour un match, donc il faut réaliser quoi. Et donc c'est la première fois de ma carrière que j'ai pu jouer par exemple un derby contre l'Espérance de Tunis avec un stade rempli, des matchs de Ligue des Champions au Congo. C'était comment à ce moment-là? Genre, t'étais comment? C'était la découverte vraiment des grosses ambiances. Donc, moi qui suis passionné de foot, moi qui aime ça, c'est stimulant, ça donne envie de se surpasser. Avec des supporters qui sont derrière toi quand ça gagne, ils sont super contents, ils te mettent sur le toit du monde. Par contre, en cas de match nul ou de défaite, ils peuvent t'enterrer sous terre. Donc, une pression, on va dire, du résultat, une pression de bien faire, mais c'est formateur parce que même aujourd'hui dans ma carrière, ça me sert à gérer la pression plus facilement parce que les stades ils sont moins remplis par exemple en national ou en Ligue 2, donc tu n'as plus cette pression, t'as plus peur de mal faire. Quand tu as connu là-bas, tu peux jouer partout. Donc en fait, quelque part, si j'ai bien compris, ton expérience notamment au club africain Tunis, ça t'a forgé pour la suite de ta carrière, pour mieux gérer la pression, par exemple dans des situations de match importants, dans des derbies, Voilà. ou dans des situations qui sont peut-être un peu critiques dans une saison où tu abordes et appréhendes mieux chaque situation. Plus de sérénité parce que quand tu as joué au Maghreb ou en Turquie ou dans les. Je dis un exemple aussi en Argentine, bref, des pays chauds, et que tu reviens après en France, etc. C'est connu pour être moins, il y a moins de ferveur, peut-être des clubs comme Marseille, Saint-Etienne ou Lens. Meilleur club du monde, ouais. Donc là, tu apprends
à être plus détendu, à avoir plus de hauteur dans les matchs et après les matchs. Ok, d'accord, très bien, très bien, très bien. On va parler de ton expérience avec l'équipe nationale du Sénégal. Donc, comme tu le sais, la marque s'appelle Teranga Père parce que je suis originaire du Sénégal. Donc, je voulais marquer le coup. Quel sentiment tu as pu avoir lorsque tu as appris que tu as été sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Sénégal? Et parle-nous de manière générale de ce que tu as pu vivre dans la tanière des jeunes. C'est une fierté incroyable parce que voilà, le Sénégal c'est mon pays d'origine, mais c'est plus que ça. C'est le pays de mes parents, de mes grands-parents, l'endroit où je me sens bien, l'endroit où je passe des vacances une année sur deux ou même chaque année quand j'en ai l'occasion. Donc pouvoir porter le maillot des Lions, pouvoir chanter l'hymne national, pouvoir rendre fier toute sa famille, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Encore à la maison familiale, j'ai mon maillot encadré Diouf et c'est une fierté pour tout le monde. Chaque fois qu'ils se réveillent, ils vont dans le salon, ils voient le maillot Diouf, ils savent que voilà, il y a un Diouf qui est parti en sélection, même si c'est sélection de jeunes, et ça rend fier tout le quartier, ça rend fier toute une ville. Et voilà, il y a pas d'équivalent pour moi. Peut-être le petit frère dans quelques temps, peut-être. Pourquoi pas, pour l'instant il est concentré sur son club, mais dans l'avenir on ne sait pas, peut-être appeler chez les Lions 1 et là ça sera l'apothéose de son homme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup tu m'as parlé tout à l'heure du fait que tu as pu jouer la Coupe du Monde du vin, la CAN. Est-ce que tu peux me parler de ces deux expériences et comment ça s'est passé et quel impact aussi ça a eu sur ta carrière derrière? L'impact, déjà pour commencer, ça a eu un impact positif parce que, comme je t'ai dit, j'ai réussi à signer mon premier contrat pro à l'étranger via la visibilité de la sélection. En allant déjà en Cannes, en faisant une finale contre la Zambie, pays hôte à l'époque, c'était en 2017. On fait un super parcours. Malheureusement, on tombe contre le pays hôte qui avait tout le public. On a joué dans un stade de 60 000 à Kiel à cause des Zambiens, normal, parce qu'ils étaient à domicile. Mais ça reste une expérience de dingue. Et 3 ou 4 mois plus tard, on va en Corée du Sud pour faire la Coupe du Monde. On démarre bien en phase de poule. On joue l'Arabie Saoudite, on joue l'Équateur et les États-Unis, je crois. On arrive à se qualifier. Malheureusement, on tombe contre une belle équipe du Mexique. On était à 10 contre 11, mais ça reste des souvenirs gravés dans ma tête à jamais. Parce que pouvoir, comme je t'ai dit, représenter son pays d'origine, déjà c'est une fierté. En plus, partout dans le monde, partout en Afrique, porter haut les couleurs du Sénégal, c'est une fierté. Voilà, ça restera dans ma tête, dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. J'en parlerai à mon fils quand il sera plus grand. Mes parents me regardent à la télé, mes frères aussi. Donc c'est une fierté incroyable et des souvenirs, un groupe qui est créé, on est encore en contact avec plein de joueurs de la sélection encore jusqu'à présent, donc c'est des liens. Tu peux nous donner des noms des gars avec qui tu étais peut-être? Ouais, il y a Crépin Diatta qui est aujourd'hui en sélection A, il y a Hossein Mounion qui commence à pointer le bout de son nez aussi. Il y avait Alioune Badji, il y avait Momo Diarra, notre capitaine qui a joué à Grenoble l'an passé. Non, franchement, on avait une belle petite génération. Une belle troupe de lionceaux. Ouais, non, mais c'est bien aussi, c'est important parce que les compétitions jeunes, même si elles ne sont pas forcément toujours valorisées, elles sont extrêmement importantes parce qu'on voit que tu peux très bien jouer en sélection jeune et t'en sortir derrière avec la persévérance. Là, on t'a parlé tout de suite de Hossein Mounion, que moi j'ai pu rencontrer à 2-3 reprises et qui a intégré le groupe de l'équipe première de Sénégal il y a même pas un mois, tu vois, récemment. Il était à Djambar il y a à peine 4 ans et là aujourd'hui il se fait son cursus, il joue la Ligue des Champions. Il en Belgique. Ouais, c'est assez incroyable. C'est comme quoi, avec de la persévérance, il y a toujours la possibilité de rebondir malgré des échecs, malgré des difficultés. Et toi, quelque part, ce qui est positif, c'est que tu as pu vivre à peine un an avant une situation relativement compliquée à Leganés, comme tu as pu le dire. Mais tu n'as pas lâché, tu as pu aller en Lituanie, reprendre du temps de jeu, prendre le goût de jouer. C'est ça. Plaisir du football. C'est ça que j'allais te demander. C'était quoi, du coup, tes émotions quand tu as retrouvé le goût du terrain? Parce que ça change quand même. C'est tout pour nous, en fait. Parce que nous, c'est notre métier. On est joueurs de foot professionnels. Ok, c'est un gagne-pain, c'est ce qui te permet de vivre, etc. Mais à la base, c'est une passion. Nous, ce qu'on aime, c'est être sur un terrain. C'est vrai que ce soit un grand terrain, même un City, là, aujourd'hui, là, on est dans un five, ça nous fait plaisir. Nous, on est des passionnés. Avoir du synthétique, de l'herbe, c'est ce qu'on aime, un ballon qui roule. Et il nous suffit de peu. Donc, retrouver plaisir à jouer, à être sur un terrain, compétir, s'entraîner, avoir une dynamique, être déterminé, tout ça, en vrai, c'est notre quotidien depuis tout petit et encore plus depuis l'entrée en centre de formation. Donc voilà, c'est dur de vivre ça. Ouais,
tu vas parler de la CAN, mais la Coupe du Monde U20, ça intervient quand? Est-ce que c'est avant, après? Et est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de Coupe du Monde? La Coupe du Monde, ça vient 3-4 mois après la CAN. En fait, la CAN, elle sert de qualification pour la Coupe du Monde. Si tu vas en demi-finale et que tu es parmi les 4 demi-finalistes, tu te qualifies pour la Coupe du Monde. Donc c'est 3-4 mois après. Et donc c'est en Corée du Sud au mois de mai 2017. Et c'est une expérience dingue parce que déjà jouer en Corée pour les supporters sénégalais, on n'oublie pas qu'on a battu la France. C'est le 31 mai 2002 en Corée. J'ai eu la chance de visiter le stade où ça s'est passé, à Séoul. Et voilà, les souvenirs qui se remémorent. Moi, je suis de la génération 97, donc j'avais 5 ans quand ça s'est passé. Je me rappelle, j'étais à l'école, tout le monde était triste, moi j'étais content parce que mon deuxième pays, il battait la France et les Sénégalais ils s'amusent en disant voilà, c'est le vrai jour de l'indépendance, c'est pas le 4 avril 60, c'est le 31 mai 2002, quand le lion a bouffé le coq. Donc voilà, pour fermer la parenthèse, être en Corée, c'était une expérience incroyable, déjà découvrir le pays, y jouer dans des stades magnifiques, jouer contre des belles nations, des belles équipes. Et malheureusement échoué en 8e, mais voilà, on a rendu fiers les Sénégalais parce que comme d'hab, on n'a pas triché, on a tout donné, on est tombé contre le plus fort. Mais ça reste une expérience de carrière magnifique parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire voilà, j'ai fait une Coupe du Monde, que ce soit U17, U19, U20 ou une Coupe du Monde A dans leur cadre. Bien sûr, bien sûr. L'expérience en sélection nationale, déjà, je pense qu'au-delà même d'avoir eu la possibilité de jouer des compétitions internationales, le fait de pouvoir porter ce maillot-là, ça représente une certaine fierté. Comme tu as pu expliquer, on sent quand tu parles qu'au-delà de l'aspect footballistique, en fait, le fait de représenter le Sénégal, avoir la fierté de ses proches, etc., ça t'a procuré quelque chose d'ordre du commun, en fait. Clairement, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais avoir ce maillot blanc ou vert, c'est ma domicile extérieur, mais avoir ce maillot avec frappé du lion, c'est quelque chose. C'est un honneur, c'est une fierté. Et en fait, quand on l'enfile, on est ambitieux. Et après cette Coupe du Monde U20 avec l'équipe nationale du Sénégal, qu'est-ce qui se passe dans ta carrière? Il y a la signature à Leganés, où ça se passe moins bien. Comme j'avais dit, j'ai la chance de remonter en Lituanie, après en Tunisie. Et on arrive vers 2020, où ça tombe avec le Covid, où je prends la décision de revenir en France, au Bercail, entre guillemets, en région parisienne, chez moi, en signant au FC Versailles. Je me rapproche de ma femme, je me rapproche de ma famille, et je donne un nouvel élan à ma carrière. Ok, et c'est-à-dire c'est le Covid qui a fait que tu t'es dit je rentrais, c'est le mal du pays, on va dire? Un peu de tout, ouais, un peu de tout. Le Covid, le fait d'être comme tout le monde en quarantaine, tout seul à la maison, etc., ça fait réfléchir tout le monde. Ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin, que ça fait gamberger. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment de revenir aux sources, se rapprocher de la famille, de ma femme, et repartir peut-être reculer pour mieux sauter. Parce que Versailles, à l'époque, quand Chine, ils sont en National 2, en CFA. Et la décision elle s'avérait être bonne parce qu'après on fait une saison de dingue. Ouais, moi je me rappelle de cette saison parce que moi je suis de 78, j'ai habité pendant longtemps à Versailles. On suivait bien cette saison-là, je crois que c'était un bataille avec le FC Rouen, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il y avait Rouen, il y avait un peu Poissy aussi. Poissy, ouais. Non, il y avait Chartres aussi. Ouais. Poissy c'est lâché, je me rappelle, à quelques journées de la fin et ça se battait entre Rouen et Versailles. Je me rappelle bien. On a la chance de faire le doublé, entre guillemets. Coupe de France, on arrive en demi-finale et la montée en N2. C'est un truc incroyable et historique parce que souvent, il y a des petites équipes, entre guillemets, qui font des épopées en coupe, mais c'est au détriment du championnat parce que ça puise beaucoup d'énergie. La coupe, pardon, il y a des sollicitations, il y a la télé, il y a plein de trucs où tu n'es pas forcément habitué quand tu es en N2. Donc tu mets un peu de côté le championnat pour te consacrer sur la coupe, mais nous, on a réussi à atteindre l'objectif prioritaire de monter en allant jusqu'en demi-finale de Coupe de France, donc c'est une année de dingue aussi. C'est super intéressant que tu nous parles de ça, tu vois, du fait que parfois le parcours en Coupe de France, il peut être au détriment du championnat, parce que j'ai un ami à moi qui jouait dans un club du côté de Toulouse en Régional 1 par exemple. Ils ont été en 32e de finale de Coupe de France contre l'AS Monaco l'année dernière, donc c'était incroyable pour un club de Régional 1.
Mais par contre, ça a laissé des séquelles, notamment sur l'objectif de monter en National 3. Et ils se sont essoufflés. Malheureusement, ils se sont un peu écroulés sur la fin de championnat. Ils ont enchaîné les défaites alors qu'ils avaient été sur une super dynamique. La question que j'ai à te poser, c'est pour toi, quels sont les éléments liés à la Coupe de France et un potentiel bon parcours qui peuvent avoir des incidences sur le championnat? En fait, c'est une dynamique. Quand tu commences à aller loin en Coupe de France, il y a deux façons de voir le truc. Soit tu fais comme dans la globalité, tu laisses de côté le championnat, consciemment ou inconsciemment, parce que tu laisses beaucoup d'énergie, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit les sollicitations. Les agents ils commencent à t'appeler, les recruteurs, la télé qui vient te voir parce que t'es petit poussé, t'es la belle histoire, etc. Donc tu calcules moins ton pain quotidien qui est le championnat et qui te fait monter de division ou pas. La Coupe de France, ça ne peut pas te faire monter. Malheureusement, même si tu gagnes la Coupe de France. Mais il y a une deuxième façon de voir le truc, c'est de dire voilà, je suis dans une dynamique positive parce que tu passes les tours, tu gagnes des matchs, il y a de l'effervescence dans le groupe, il y a une bonne ambiance, tout le monde a envie de jouer, etc. Et tu t'en sers en championnat. Tu te dis voilà, on est bien en coupe, mais il ne faut pas oublier le championnat. Si on peut faire les deux, on fait les deux. Comme ça concerne tout le monde. Il y en a qui vont jouer en coupe, il y en a qui vont jouer en championnat. Tout le monde se tire vers le haut, tout le monde a l'objectif de jouer les bons matchs. Et comme ça, tu peux atteindre des objectifs. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Versailles. On avait un bon groupe en qualité et en quantité. Et on a pu jouer sur les deux tableaux. Ok, très bien. Et c'est ça qui a fait que même après le parcours, notamment en Coupe de France, vous avez continué à être persévérant. Qui a pu aussi, ça a pu renforcer le groupe, notamment aussi sur des grosses échéances. Parce que moi, je me rappelle, j'étais allé voir justement au Stade Montmorency le match contre Rouen que vous aviez gagné, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que ça y est, on est. En fait, voilà, on était lancé. C'était un train qui était lancé avec la coupe, avec le championnat. On s'est dit les gars, on a la bonne vitesse, on lâche plus. On lâche plus, on la garde jusqu'au bout. On ira le plus loin possible en coupe et même après à l'élimination, on s'est dit les gars on va vite switcher parce que la coupe c'était une parenthèse magnifique, incroyable. On va peut-être jamais refaire une demi-finale de notre vie. Et malheureusement le sport de haut niveau c'est ça, c'est passé vite à autre chose. On se concentre sur le championnat, on atteint nos objectifs, on sera tous contents de cette saison historique qu'on laissera derrière nous. Ok. Et moi je vais te parler de ce titre du coup aussi que tu as obtenu avec le FC Versailles. C'était quoi tes émotions? Est-ce que c'est la première fois que tu gagnes un championnat, que ce soit en jeune ou en pro? Parce qu'il y a plein de gens, en fait, ils ne réalisent pas, mais gagner un championnat, c'est hyper dur. Il y a plein de joueurs pro qui font une carrière mais qui ne gagnent jamais un championnat. C'est ça. C'était pas la première fois parce que j'ai eu la chance d'être champion de France en U17 avec Lyon, contre le PSG. Donc c'était déjà une première expérience magnifique. Mais en senior, c'était mon premier trophée, être champion en CFA. Surtout, pour moi, la poule la plus dure, parce qu'il n'y a qu'une seule montée, rappelons-le, sur 15 équipes, ou 16. Tu n'as pas la possibilité d'être deuxième ou d'être troisième barragiste, etc. Là, c'est premier ou rien. Donc même si tu es deuxième, il te reste que tes yeux pour pleurer en fin de saison. Donc voilà, atteindre cet objectif de monter, surtout la première saison, en ayant aussi le parallèle avec la Coupe de France, c'était magnifique. Est-ce que tu me parles en fait de la différence aussi entre le football à l'étranger et en France? Parce que tu as connu le football en jeune en France, qui est relativement relevé. Il faut le dire, tu as été formé en Ile-de-France, c'est selon pour moi la meilleure région en termes de niveau. Et tu as été à l'étranger, tu es revenu en France. Tu peux me parler des différences de niveau? On va pas se mentir, la France, on peut le voir avec l'équipe de France. Tu peux mettre 3-4 équipes types qui battent des équipes sûres comme l'Italie, comme la Belgique, etc. Il y a un vivier incroyable, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit en Rhône-Alpes, que ce soit dans le Sud, etc. Donc en France, on a un vivier, on a un super vivier. On a des bons centres de formation parce que tu vois, les joueurs français ils s'exportent partout. Parce qu'en France, il y a des joueurs physiques, il y a des joueurs techniques, il y a des joueurs rapides. Bref, ça fait des joueurs complets. Donc le joueur français, il peut jouer en Serie A, il peut jouer en Bundesliga, il peut jouer en Angleterre, il peut être performant dans son propre pays, la France. Donc voilà, tout ça pour dire que la France, c'est un niveau assez complet, on va dire. Contrairement à certains pays comme la Lituanie, la Tunisie, où j'ai fait, c'était beaucoup plus physique, beaucoup plus tactique, on va dire, mais moins technique, etc. Il y avait des joueurs moins complets, parce que les niveaux de formation ne sont pas les mêmes, on va pas se mentir. Aujourd'hui, la formation française, elle est reconnue dans le monde entier. Donc c'est ça les différences globales que j'ai pu observer dans ma carrière, mais après, ça reste du foot, le ballon c'est le même, il roule pareil, les terrains c'est les mêmes. Et il y a cette même amour pour le jeu partout. Après ton expérience au FC Versailles, avec ce titre, le club monte en national, qu'est-ce que tu fais? Je reste à Versailles, je continue sur ma dynamique, sur ma lancée. Donc je reste à Versailles, et en plus ça me permet de découvrir le championnat national que je n'avais pas encore connu.
Une belle saison de découverte dans le sens où on est premier à la trêve hivernale. Malheureusement, on s'écroulera un peu physiquement et mentalement sur la deuxième partie de saison parce qu'on finit quatrième ou cinquième du podium. Mais ça reste une belle découverte du championnat national. Et à la suite de ça, j'arrive en fin de contrat et j'ai la chance de signer mon premier contrat professionnel en France au Nîmes Olympique, qui est à l'époque relégué de Ligue 2. Ils viennent tout juste de descendre, il y a un bon projet qui se met en place. Donc ça me parle. Je signe là-bas 2 ans. 2 années compliquées collectivement parce qu'on frôle la descente, on arrive à se maintenir de justesse la première saison. La deuxième saison, malheureusement, on n'arrive pas à refaire l'exploit. Mais d'un point de vue personnel, c'est des saisons où j'arrive à m'affirmer en national, à me faire, voilà, en toute humilité, un nom, dans le sens où maintenant je suis connu dans cette division. Et ce qui me permet d'aligner les bonnes performances avec le Nîmes Olympique, d'être régulièrement titulaire. Et c'est ce qui me permet d'avoir rebondi au DFCO à Dijon, par exemple, cette saison. Ok, très bien. Et moi, la question que je vais te poser aussi, c'est parce que, bon, on connaît la situation hors terrain qui a été relativement compliquée au Nîmes Olympique. Comment tu as réussi à, toi, rester concentré, à pouvoir t'affirmer et t'imposer au Nîmes Olympique malgré des conditions qui n'étaient pas forcément évidentes? Comme tu as dit, c'était des situations que j'avais jamais connues dans ma carrière. C'était très difficile dans le sens où des fois on arrivait sur le terrain, il était cramé à cause de la chaleur du soleil. En hiver, des fois, les douches ne marchaient pas, il n'y avait pas d'eau chaude. Bref, au niveau national, c'est une dinguerie quand même. Ouais, c'est une dinguerie. Mais malgré ça, on avait des objectifs. Moi, ce qui m'a permis de m'accrocher pour revenir à ta question, c'est mes objectifs personnels. Dans le sens où voilà, chaque vendredi, j'étais sur le terrain, je voulais faire le meilleur match possible. Ok. Pour moi, pour mon club, pour les gens qui me suivent, ma famille, mes amis. Donc, c'était l'objectif. Et c'était ce à quoi je me raccrochais. Même quand c'était dur, voilà, je me disais, l'objectif, c'est quand même de sortir des bons matchs pour espérer rebondir plus tard. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Et après cette expérience-là, du coup, Nîmes Olympique, maintenant on connaît la situation qui a été rétrogradée, etc. Toi, tu signes au DFCO? C'est ça. Ok. Je signe au DFCO fin juillet, par là. Donc à la base, j'avais eu des contacts avancés avec le club de Martigues, mais comme tu le sais, qui a coulé administrativement. Et donc ça s'est pas fait avec Martigues pour les raisons que tu connais. Et il y a le DFCO qui est venu au mois de juillet, on a parlé, etc. Il y avait des départs aussi en charnière centrale. Moi j'étais libre, ça c'est bien tombé. Le discours du coach, du directeur, ça m'a plu. Et voilà, on est parti, j'ai bien été accueilli, j'ai retrouvé des installations dignes de ce nom, une ambition, des objectifs élevés. Et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Après avoir connu un peu la difficulté et la galère pendant 2 ans, retrouver un club ambitieux, un club qui veut remonter en Ligue 2, un club qui veut gagner chaque match, et c'est ce qu'il me fallait. Donc le mariage, pour l'instant, il est top, j'espère que ça va continuer. Oui, bon, on l'espère aussi. On l'espère aussi. Et on voit que du coup, là, tu t'es bien intégré parce que tu enchaînes les 90 minutes à tous les matchs. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la différence que tu as pu observer, on va dire, avec tes anciens clubs au niveau de l'intégration? Est-ce que directement tu as pu être dans le bain, notamment par les conditions, les infrastructures, etc. Ou est-ce que tu peux nous parler directement de ton intégration? L'intégration, elle s'est bien passée. Paradoxalement, moi je connaissais personne à Dijon. J'avais partagé le vestiaire avec personne. Mais en signant, j'ai dit c'est pas plus mal parce que ça permet d'arriver sans a priori, que ce soit positif ou négatif sur les gens. Tu pars d'une feuille blanche et tu te fais ton propre avis sur le coach, sur les joueurs, sur le staff, sur les personnes, les dirigeants, etc. Et j'ai été super bien reçu. J'ai rien à dire. Moi, je suis quelqu'un de facile, je suis pas conflictuel, etc. Mais ils m'ont tout de suite mis à l'aise dans le bain, etc. J'ai pu vite intégrer les séances d'entraînement et voilà, prendre la température. Et tout s'est fait naturellement en vrai. Et ils m'ont donné, j'essaye de rendre. Et Ok. Est-ce que tu peux nous donner du coup des conseils ou un conseil que tu donnerais à un jeune qui aimerait du coup peut-être soit devenir footballeur professionnel ou qui aimerait travailler dans le domaine du foot ou du sport?
Un conseil seulement, ça va être dur. Non, il faut en donner plusieurs si tu veux. Mais en tous les cas, c'est de croire en ce qu'on fait, de prendre du temps, jamais rien lâcher. Parce que on en a parlé tous les deux en off. La vie, c'est jamais linéaire, c'est jamais une route toute droite. Des fois, tu seras tout là-haut, des fois, tu seras en bas. Il faut savoir gérer, que ce soit une réussite ou un échec. Et il y a une citation en anglais qui dit, en gros, jamais un échec, toujours une leçon. Dans le sens où on peut toujours apprendre. Et si j'avais un conseil à donner, voilà, c'est toujours persévérer. Même quand tu as l'impression de le faire pour rien, que tu as l'impression que ça va pas payer, que tu vois pas le bout du tunnel, continue à travailler. Si ça marche pas, refais-le en mieux. Change quelque chose, mais lâche jamais ton objectif. Le laisse jamais de côté dans ta tête, le lâche jamais de vue et fais tout pour l'atteindre, malgré les obstacles que tu peux rencontrer sur ta route. Est-ce que tu as une situation, un exemple dans ta carrière, par exemple, où tu as été dans une situation, on va dire, de down, sans forcément peut-être rentrer dans les détails, où ça a été pas forcément évident, mais justement, tu as réussi à rebondir grâce à c'est peut-être Leganés, peut-être... C'est ça, moi j'ai tout connu, c'est trop dire, mais Ouais. j'ai été au chômage dans ma carrière. J'ai été au chômage, c'est une réalité des footballeurs. Il y en a beaucoup Ils se rendent pas compte, les gens, mais... il y en a beaucoup qui passent, mais être au chômage, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que contrairement à un fonctionnaire ou quelqu'un comme ça qui travaille dans les bureaux, c'est pas Pôle emploi qui va nous trouver un travail, malheureusement. C'est déjà nous-mêmes, en se levant, en allant s'entraîner, en gardant la forme, en gardant le moral, en gardant les contacts avec des agents, des clubs, etc., rester dans le circuit. Donc, quand tu as connu des difficultés, pour moi, ça forge. Dans la vie, celui qui a galéré, il est fort mentalement, il peut passer beaucoup d'obstacles. Pareil dans sa carrière, dans ta carrière ou dans ta carrière professionnelle ou dans ta carrière, que ce soit de footballeur ou même hors football. Si tu as rencontré des obstacles, tu as réussi à les surpasser, pour moi, il n'y a pas de problème, tu pourras traverser des fleuves sans problème. Très bien, merci. C'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce sujet-là parce que malgré ce qu'on peut voir à la télé, etc. et tout, le footballeur, il peut être amené aussi à des périodes de chômage. Des fois, tu as des gens pendant 1 an, 2 ans, ils se retrouvent sans club. C'est très difficile psychologiquement. Il y a la dépression aussi qui peut toucher beaucoup de joueurs. C'est un sujet qui est assez tabou dans le football, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que le fait de se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs, essayer de retrouver retrouver un club, retrouver une situation confortable, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Après, il faut avoir l'envie. L'envie, personne ne peut l'avoir. Personne ne peut l'avoir pour toi, pardon. Malgré que tu aies une famille qui t'aime, tu es une femme, tu as des parents, tu as des frères, personne ne va se lever à ta place, personne ne va travailler à ta place, personne ne va transpirer à ta place, personne ne va passer des nuits blanches à travailler, etc. Ça doit venir de toi. Et après, souvent, le reste, ça suivra. Plus tu travailles, plus tu auras de la chance, entre guillemets. C'est une citation aussi. T'as pas mal de citations. Mais tu peux nous parler de l'impact de l'entourage, parce que c'est vrai qu'il y a le travail personnel qui est relativement important dans une carrière, mais il y a aussi le fait de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes qui peuvent te soutenir, qui peuvent te parler, qui peuvent te conseiller. Est-ce que tu peux me parler de ça et de l'impact que ça a sur ta carrière? L'entourage, c'est primordial. Il peut soit t'amener tout là-haut, soit te mettre plus bas que terre. Dans le sens où si tu as un entourage sain, tes parents, ta femme, tes frères, le cercle proche, des cercles d'amis, des vrais amis. Je parle pas des nouveaux amis ou des amis de circonstances. Je parle des vrais amis avec lesquels tu as connu la galère, tu as connu, entre guillemets, la haine, la pauvreté, etc. Ça, c'est des amis, tu sais, tu peux partir à la guerre avec eux, tu sais, vous êtes liés comme ça jusqu'au bout. Et eux, dans les bons moments, ce sera les premiers à relativiser parce que ça reste que du foot, etc. T'es pas te faire sentir comme une idole, etc. Et au contraire, quand tu es dans une phase un peu plus négative, ils seront toujours là pour te soutenir, une épaule sur laquelle s'appuyer, etc. Et c'est pourquoi je dis l'entourage, c'est super important, c'est primordial pour gérer toute une carrière. Parce qu'une carrière, ça fait de haut, de bas, et tu as besoin de bonnes personnes à tes côtés. On se rend pas compte, mais ça peut avoir un impact relativement positif et relativement négatif, comme tu l'as dit, tu vois. Parce que moi, justement, j'essaie d'entreprendre. J'ai créé ma marque de chaussettes antidérapantes pour les sportifs. Et l'entourage, de manière générale, peut avoir un impact. J'ai des personnes qui me soutiennent très sincèrement. Mais c'est vrai que tu peux avoir des situations où tu peux être un peu déçu parce que voilà, tu attends quelque chose de l'entourage, mais finalement, tu l'as pas. Ou tu as des personnes qui sont pas forcément là pour les bonnes choses. Et c'est vrai que pouvoir faire
on va dire, le distinguo entre les deux, c'est pas évident, mais il est nécessaire. C'est ça, nécessaire d'être soutenu, surtout quand on lance un business, une marque, etc., qu'on donne de la force, parce que voilà, nous on est comme ça. Si on peut donner de la force, Ouais. on donne, parce qu'on tout le monde aime recevoir de la force. Mais il faut savoir donner aussi. Dans la vie, faut faire les deux. Donc voilà, que ce soit dans ta carrière, de footballeur, dans un lancement de business, c'est jamais facile au début. On en parlait en off, les débuts sont toujours difficiles. Voilà, j'ai des amis qui se lancent dans des business, qui veulent devenir coach, préparateur physique, qui veulent devenir agent, qui veulent, voilà. Tout le monde rencontre des difficultés, mais il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle. Il faut le surpasser et c'est ce qui te rendra plus fort et plus armé pour la suite. Qu'est-ce qui t'a vraiment permis de garder ce niveau de performance et la possibilité aussi de rebondir parce que dans ta carrière, tu as eu des situations, tu as eu des downs, comme on dit, mais tu as toujours réussi à te relever, j'ai remarqué, notamment, on n'en a pas parlé avant, mais le fait que tu aies pu signer un contrat professionnel à l'étranger, mais que tu aies pris la décision de revenir au niveau semi-pro en France pour pouvoir remonter. Qu'est-ce qui a réussi à... Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Comme tu as dit, la rigueur, la discipline, le travail, le vrai travail. Parce que c'est abstrait pour certains, mais le travail, c'est voilà, travailler plus que les autres. C'est quoi le travail pour toi? C'est mon pain quotidien. Mon travail, c'est des entraînements en plus, c'est l'entraînement invisible, c'est le sommeil, faire attention au sommeil, l'alimentation, pas manger n'importe quoi, la rigueur, pas sortir en boîte tous les 3-4 jours, parce que notre outil le travail, c'est notre corps. Si t'es pas en bonne santé, si t'as pas d'énergie, si t'as pas de jus, ben, sur le terrain, t'es moins performant. Donc, on en revient à la performance. Donc, tout ça, c'est une discipline qui fait ou pas que tu vas atteindre tes objectifs, que tu vas durer, que tu vas performer, que tu vas pas être juste un joueur d'éclat capable de faire un bon match sur 5 ou un bon match sur 6. Non. Pour durer, pour être constant, faut une certaine routine, une certaine rigueur et, voilà, si j'ai des conseils à donner à certains, c'est voilà, se mettre dans un cadre et y rester. On a des abonnés qui aimeraient avoir aussi des conseils au niveau de la récupération, notamment par rapport au nombre de matchs qui peut être important sur une saison, les entraînements, etc., les entraînements, on va dire aussi supplémentaires. Qu'est-ce que tu fais toi, justement, pour pouvoir bien récupérer? Est-ce que c'est le sommeil? Combien d'heures de sommeil tu as par nuit, etc.? Tu peux me donner des petits conseils? C'est tout simple, je vais rien inventer, mais le sommeil, c'est primordial. Avoir une routine, ne pas se coucher à n'importe quelle heure, essayer voilà, d'aller au lit vers 23 heures, maximum minuit, puis se lever après à 8 heures, avoir ces bonnes heures de sommeil de qualité. Laisser un peu le téléphone de côté, même si c'est dur, parce que maintenant tout le monde bosse sur le téléphone, tout le monde est sur le téléphone. Mais voilà, avoir un sommeil de qualité, avoir une alimentation variée, diversifiée, manger un peu de tout. Et tout ça, c'est des trucs qui paraissent bateaux. Quand je le dis, ça paraît anodin, mais c'est ce qui fait durer ou pas, c'est ce qui prévient les blessures, c'est ce qui fait durer. Là, on va rentrer dans l'hiver, c'est ce qui donne de l'énergie en hiver, parce qu'il y a moins de soleil, parce que les journées sont courtes, etc. Mais voilà, c'est une rigueur, c'est faire des entraînements invisibles, l'étirement. Quand on te laisse 3-4 jours de repos, aller faire ton petit footing au moins un jour, ton renforcement musculaire, parce que ça prévient aussi les blessures. Bref, c'est un sérieux que tu t'imposes. Personne ne le voit, mais c'est pour ton bien. Quand tu vas performer, les gens vont dire comment tu as fait, mais toi, tu poseras pas cette question, tu diras pas comment j'ai fait. N'oublie pas tout ce que tu as fait en off, tout ce que tu as fait quand personne ne voyait, et c'est ce qui te met à la lumière aujourd'hui. Quels sont les trois principaux ingrédients? Je te donne une petite colle. Les principaux ingrédients pour pouvoir vivre de sa passion. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as réussi à vivre de ta passion. On veut dire que tu es footballeur professionnel. Mais le football professionnel n'est pas accessible à tous, c'est pas évident, ça c'est une réalité. Mais par exemple, pour pouvoir travailler sur des métiers, on va dire, autour du sport, par exemple comme moi, qui me suis lancé sur mon entreprise et je travaille avec des footballeurs professionnels, notamment toi, est-ce que tu peux nous donner quelques petits conseils? L'abnégation, on va dire. L'envie, parce qu'on fait rien sans envie. Et la persévérance, parce que tu rencontreras des difficultés, il faudra persévérer pour forcer le truc et pour atteindre l'objectif, le target que tu as dans ta tête. Petite question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire confiance à tes rangs à perf et à moi-même, tout simplement? Déjà, c'est le feeling que j'ai avec toi. Le feeling, le bon contact que j'ai avec toi. Et j'ai senti lors de nos échanges ta niaque, ton envie, ta détermination, ton sérieux. Tu savais ce que tu voulais, tu étais carré, tu étais pro. Et moi, ça m'a parlé directement. Et j'ai dit, si on peut donner de la force, on va donner de la force. Merci frérot, Avec plaisir,
Donc Wally, merci pour l'accueil. Merci d'avoir pu partager ce moment avec moi. C'était super intéressant, c'était un bel échange. Moi aussi, j'ai un vrai feeling avec toi. Et c'était vraiment cool de t'avoir pour parler avec toi, d'avoir des petites anecdotes de ta carrière, savoir des bons moments et des moins bons aussi, parce que c'est une réalité. Et là, je vais te remettre du coup une paire de chaussettes anti-dérapants notamment et Merci quelques-unes beaucoup. en off. Elle sera inaugurée dès demain pour le match. Dès- J'espère les 3 points là que. J'espère aussi. Donc, en tant que lion de la Teranga, tu vas inaugurer les Teranga Perf et C'est ça. tu nous feras un petit retour. Pas de soucis. Merci Wally. Merci à toi. Merci.